Et donc on retrouve Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Salut Jean-Pierre. Donc, salut Stéphane. Voilà, on est dans une séquence réindustrialisation en France. Ça t'intéresse? Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette séquence? Alors c'est la séquence mondiale, européenne, plus que française qui t'intéresse? Oui, enfin, c'est un enjeu mondial d'ailleurs, d'une manière générale. Il y a un match. Une bataille, voilà. Une bataille, il y a au moins 2 batailles. Alors, il y en a beaucoup plus, mais en fait il y a 2 batailles principales. Une entre la Chine et les États-Unis. Et l'autre entre les États-Unis et l'Europe. Voilà. Sachant que ce que j'observe depuis au moins 3 ans, et même un petit peu au-delà, depuis l'élection de Trump, c'est un retour au souverainisme économique. Voilà, qui était un gros mot avant, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Et on voit un retour du souverainisme économique dans différents domaines, dans plusieurs domaines. Alors évidemment, au plan militaire, parce que maintenant on a des guerres, des conflits chauds, etc. Et puis que ça ne s'arrange pas par ailleurs, sur toute une série de parties du monde. Et puis on a vu aussi le niveau sanitaire, alimentaire, énergétique. Et énergétique au sens large, c'est-à-dire que même pour les énergies renouvelables, on dépend des terres rares chinoises, etc. Enfin, tu vois, c'est industriel, technologique. La maîtrise de la numérisation, c'est une chaîne, en fait. Donc la puissance, elle est... Dans les 10 éléments historiques de la puissance, c'est un élément un peu nouveau qui est la puissance numérique. On ne peut pas dire que sous l'Antiquité ou sous le Moyen-Âge ou la Renaissance, si tu veux, Si, t'avais une forme de soft power. Enfin bon, on va pas refaire Léonard de Vinci, mais c'est quand même une forme de soft power. Voilà. C'est très soft, quoi. Oui, d'une certaine manière. Voilà la force des choses. Mais là, c'est... Google aussi est assez soft, en fait. Oui, mais il y a tout l'enjeu de la maîtrise des chaînes et des compétences. Ouais. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Et là, je suis désolé d'avoir répété ça depuis des années, mais on est loser complet. L'Europe est loser. Et la France, à l'intérieur de l'Europe, est loser. Parce que l'un des pays qui s'est le plus désindustrialisé, c'est la France. Oui, mais la courbe désolé d'avoir à dire ça. Mais désolé d'avoir à te contredire, mais la courbe s'inverse, c'est factuel. Wow. C'est factuel. Le nombre de fois, alors j'ai pas vérifié. 2 millions contre 100 000. Ok, c'est l'épaisseur du trait. On en a perdu 2 millions et depuis 4 ans, on en a recréé 100 000. Bon. Des emplois industriels, pour peu que ce soit le critère. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément le meilleur critère. Parce que dans les emplois industriels, tu as des emplois de sous-traitants. Tu as des emplois de base. On est parfaitement d'accord. Mais en termes d'implantation, Marc Lermite a commencé cette émission. En termes d'implantation industrielle, là, aujourd'hui, il se passe quelque chose. Indubitablement. Il y a un petit truc. Voilà. Je ne dis pas. Mais dans l'histoire de la désindustrialisation qui est très ancienne, on est d'accord. Je pense qu'on a déjà dû voir des petits pics et puis qui ensuite ont été déçus. Parce que c'est un travail de longue haleine. Tout à fait. Voilà. Et ce qui est important quand même, alors pas dans la classe politique, bon moi chez les élites, enfin la classe politique, le Parlement on va dire, parce qu'eux ils sont quand même vraiment largués, mais c'est vrai que dans les sphères exécutives, on sent que maintenant, alors en plus on a du bol, enfin on a un bon type à la Commission européenne. Thierry Breton, tu veux dire? Ouais, parce que franchement, là, moi, ça faisait longtemps que je n'ai pas vu un commissaire aussi techniquement avancé, aussi... Non, mais quand tu vois que tu sors de Barroso, enfin, bah, tu te rends compte. Hein. Non, mais après, on peut le critiquer sur certains... Non, je ne le critique pas. Je sais pas quoi penser de Thierry Breton, pour tout te dire. C'est-à-dire que... Au plan personnel ou au plan... Non, bon, au plan personnel, bien sûr que non. Non, au plan de ce qu'il a fait, c'est-à-dire... il fait ce qu'il peut. Dernier ministre de Finances de Chirac, mais il a beau le mettre dans tous les sens... il court derrière la dette comme les autres. Athos, tu vois comment ça s'effondre, mais totalement, littéralement. Non, mais là, je parle au niveau de son job à la Commission européenne. Mais à chaque fois, c'est pareil. Je crois que c'est un excellent communicant, Thierry Breton. Oui, mais... La réalité du taf derrière, je sais pas. Ce qu'on me dit, c'est qu'il impulse quand même des trucs, mais il a des moyens, de toute façon, assez limités. Ouais. Et qu'en plus, il énerve un certain nombre de collègues, et évidemment, on a plutôt envie de garder... Parce que la Commission européenne, c'est un pouvoir, en fait. Mais bien sûr. Pourquoi elle a mené toujours sa politique de concurrence depuis le traité de Rome, etc. Alors qu'elle voit bien l'émergence du concept de puissance, etc. Le retour à la puissance, au souverainisme. C'est parce qu'elle veut conserver son pouvoir, tout simplement. Je ne vais pas faire de la théorie sur la bureaucratie. Enfin, tu sais, il y a tout un tas d'auteurs aux États-Unis, dont au moins plusieurs prix Nobel, qui ont travaillé là-dessus. Mais la Commission a son propre pouvoir. Elle ne veut pas qu'il soit remis en cause. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on veut dégager Breton et garder Van der Leyen. Qui veut dégager Breton? Non, mais il y a des voix, parce qu'il y a des voix dans les instances européennes qui disent que Breton, mais c'est sûr, il roupille pas. Alors, non, mais Van der Leyen non plus ne roupille pas. Voilà. Oui, mais elle est plus conciliante là-dessus. Puis elle n'a pas le parcours industriel, scientifique de Breton. C'est pas pareil. Donc on a pris encore, parce que ça découle la désindustrialisation en termes de productivité, R&D, filières éducatives, évidemment le solde commercial, parce qu'il faut jamais l'oublier quand même.
s'il y a une remise en cause de la mondialisation, on aura du mal à financer le déficit extérieur. Il ne faut pas oublier que le commerce mondial, c'est à 80%, c'est quand même des marchandises. Bien sûr. Alors des marchandises manufacturées, et le reste, c'est l'énergie. Manque de bol, on n'a ni l'un ni l'autre, nous, Français, en tout cas, à part la construction aéronautique, un peu d'automobile, et puis le luxe, évidemment, mais c'est tout ce qui nous reste comme industrie. Et de l'énergie décarbonée. Ouais, enfin... Qui reste un socle sur lequel on peut construire. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous disait Marc Lermite, c'est un atout, et heureusement, c'est un atout qui va être valorisé, mais c'est un atout pour les industriels du monde entier, c'est un atout important. Voilà, quand tu dois choisir une localisation, bien sûr. Le fait que tu sois à côté d'une centrale nucléaire aujourd'hui, c'est un atout incontestable. Bien sûr, mais il y a la souveraineté aussi alimentaire, enfin, c'est quand même dingue ça. Et alors... énergie au sens large, face au défi de l'électrification du monde. Parce que de toute façon, pour faire fonctionner n'importe quoi aujourd'hui, tu as besoin d'informatique, donc d'électricité. La gestion de l'eau potable en France dépend de l'informatique. Pratiquement tout dépend de ça. Alors, donc, ça, c'est... Et puis, en termes de job en termes de qualification de job, c'est ce que je disais sur les filières éducatives, on forme 40 000 ingénieurs chaque année en France. Est-ce qu'il n'en faudrait pas plus? Si on veut, je pense que oui. Et le problème, c'est qu'en plus, on en forme 40 000, mais il y en a combien qui vont en Californie ou ailleurs, d'une manière générale. Donc, on a pris en compte les coûts de la désindustrialisation. Il y a, ou de la mondialisation même, d'une manière générale. Il y a sur l'immigration aussi, l'immigration non contrôlée, etc. On pourrait dire aussi que là, la puissance publique européenne et française a été totalement défaillante, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est d'une grave crise démocratique. Voilà. Bon, on a pris conscience de ça, et effectivement, Macron, après quelques erreurs, on va dire, conceptuelles, parce qu'il était quand même sur la thématique de la mondialisation, on va dire, non mais en gros, je caricature un peu, mais mondialisation heureuse, etc. Enfin, il y a 6 ans, quand il a été élu pour la première fois. Non mais, alors, je vais pas le défendre, Jean-Pierre, mais enfin, tout ce qu'il fait... Là, oui. Non, mais même sur le nucléaire, par exemple. Secrétaire général de l'Élysée sous François Hollande, parce que tout démarre quand même de ce rapport gallois dont on a tant parlé. Et la politique de l'offre. Oui, mais bien sûr. La politique de l'offre, je suis d'accord. Mais c'est ça. Oui, mais la réindustrialisation, c'est la politique de l'offre. Non, c'est plus que ça. L'IRA... C'est donner la souplesse. Non, mais attends, la souplesse, les États-Unis l'ont, on est d'accord, sur le marché du travail. Mais bien sûr. Ils ont décidé... Les accords d'entreprise. Oui, mais ils ont décidé de faire autre chose. L'IRA, mais ils ont dit que ça suffisait pas. Les Américains nous ont dit que ça suffisait pas. C'est 2022 est très important parce que Biden, et ça il l'a obtenu au Congrès, c'est l'IRA. Parce que l'IRA, c'est le premier acte de stratégie industrielle des États-Unis d'Amérique sur une base fédérale depuis des décennies. Oui, mais ça va nous amener au sujet d'après. Mais c'est d'abord du pognon public lâché massivement. Oui. Et ça, nous, on peut plus le faire. Oui, mais c'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais voilà. Enfin, la seule réponse qu'on puisse faire, nous, elle est réglementaire, etc. Voilà. Mais on ne peut plus lâcher des crédits d'impôt comme les Américains vont en lâcher. En fait, je lisais, est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est quasi, parce que tout le monde dit 400 milliards. C'est pas 400 milliards, les amis. On n'en sait rien, c'est du crédit d'impôt. Donc en fait, ça va partir, c'est exponentiel. Et puis en plus, les autres... 1200 milliards. Il n'y a pas que ça en plus. Les autres atouts du capitalisme américain, c'est pas seulement la fiscalité ou ce qu'ils viennent de décider sur l'IRA, c'est le private equity, c'est les modes de financement. Bien sûr. Le private equity, le marché action très profond, très diversifié. C'est le poids des investisseurs institutionnels de long terme. Les universités, les fonds de pension, ou les fondations, qui ont des objectifs très longs. Et eux qui s'intéressent aux énergies, surtout alors pour le coup, ils sont en retard par rapport à nous, du point de vue de leur intérêt, etc., stratégique. Et là, ils ont vu les opportunités et ils ont les moyens. Et bon, plus la flexibilité du marché du travail, on connaît leurs avantages. Plus la rapidité du processus de décision. C'est ça. Parce que nous, heureusement qu'il y a quand même des types qui se remuent comme Breton, parce que sinon, c'est caricatural, c'est désespérant, la gouvernance européenne. Et donc, voilà. Donc, il y a quelques signaux, mais il y a tellement de boulot et il y a surtout tellement de retard. Le retard dans ce domaine-là se rattrape quand même très difficilement, quoi. Je veux dire, pour retracer un processus de décadence, il faut quand même bien le dire, ou de déclassement, comme tu voudras. Ça demande quand même aussi une grande volonté politique et puis une prise de conscience des élites, d'une manière générale. Et manifestement, en France, je veux dire, je suis un peu dans la démagogie. Sur l'industrie, Oui, non, mais chez les industriels, évidemment. Non, mais même les élites
sont convertis à l'industrie aujourd'hui. C'était sans doute pas le cas il y a 15 ans, voilà, je vais te dire ça. Mais depuis une bonne dizaine d'années, il y avait même c'est fait, quoi. Voilà. Il y avait même des mecs qui disaient le contraire. Oui, mais faiblesse, c'est Turuk, mais alors ça, c'est l'an 2000, ça. Donc, oui, mais à l'époque, tu vois, l'an 2000, on avait tous les atouts dans les télécoms, en particulier, tu me parles de Jean-Pierre, tout le monde disait la même chose à l'époque. On lui tombe dessus, ce pauvre Turuk, depuis 25 ans. Non, mais il n'y a pas que lui. Oui, c'est Alcatel, bien sûr, c'est Alcatel. Tout le monde disait la même chose. Voilà. Pas moi. Non. Je suis désolé, moi je parlais d'industrie. Mais j'avais pas les connaissances, etc., pour avoir une vision plus... Enfin, j'imaginais pas la voiture électrique, j'imaginais pas les batteries, j'imaginais pas la 5G, la 6G qui va bientôt arriver, etc. J'imaginais pas tous les enjeux, mais qui vont très vite. Là, ce qui me frappe depuis 10 ans, par exemple, ça fait 10 ans. Oui, c'est une accélération. Il y a une accélération de l'histoire, et plus tu es en retard, et voilà. Jean-Pierre, puisque le temps tourne quand même, parce que c'est les dettes qui me font penser, est-ce qu'on est au bout du cycle de resserrement monétaire ? La Réserve fédérale l'a un peu dit, hein, elle a supprimé sa phrase qui disait au début de chaque communiqué depuis plus d'un an, il faut resserrer un peu plus, parce que là, elle a supprimé cette phrase. Mais pas la BCE. La BCE, elle, martèle qu'elle n'est pas au bout du... Oui, je pense qu'elle ira... oui, parce que les chiffres d'inflation sous-jacentes, en particulier, sont trop élevés. Voilà, donc elle a un mandat. Les anticipations d'inflation ont commencé à baisser, mais ça reste encore élevé. Les salaires sont quasiment au niveau américain aujourd'hui. Hein. Parce que là, je parle sous ton contrôle, là tu commences à en voir les effets en fait du resserrement monétaire qui a commencé il y a 18 mois sur la raréfaction du crédit, sur tu commences, on l'a déjà vu depuis un petit moment. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc cette récession autour de laquelle on tourne depuis un petit moment, quand même, peut-être devient un peu plus palpable là. Oui, un petit peu plus palpable, je suis d'accord, mais en fait on est en train de se battre pour plus 0,5, moins 0,5. Enfin tu vois, la récession par récession, c'est un débat un peu caricatural. C'est comme si on était sur comme un funambule sur un fil où soit on tombe en récession, soit on reste en expansion. La croissance maximum que tu peux envisager sur les prochains trimestres en zone euro, ça va tourner autour de 0,5 à 1. Et aux États-Unis, à peu près pareil, ou un tout petit peu plus, quoi, tu vois. Donc de toute façon... Et donc c'est pas une raison suffisante pour que la BCE se dise « Ok, on fait stop ». Non, il faudrait vraiment un retournement plus fort de la croissance mondiale à la faveur d'une crise bancaire ou à la faveur d'un gros choc en Chine ou de la géopolitique, enfin bon, tu vois, des facteurs exogènes. Non, l'inflation est trop forte et donc la BCE va remonter les taux, à mon avis, à 3,75. Il ne faut même pas exclure 4. Alors après, oui. Alors la Fed, par contre, parce que c'est quand même elle qui... Oui, mais ça veut dire qu'elle est en avance de phase, encore une fois. De toute façon, la Fed est en avance sur la. C'est pour ça que sur l'euro-dollar, tu vois, l'euro a tendance un petit peu à monter. Donc la Fed nous dit, en gros, pause, mais c'est plutôt hawkish pause, parce qu'ils insistent beaucoup sur la prudence par rapport à l'inflation, etc. Donc, sachant que le marché... Ça veut dire quoi, hawkish pause ? Ça veut dire que c'est une pause, mais elle n'est peut-être pas définitive. Elle n'est peut-être pas sûrement définitive. On reste très à l'affût. Donc il sait bien ce qu'il a dit, donc pause, mais voilà. Et surtout par rapport au marché qui, lui, anticipe une baisse des taux directeur, le deuxième semestre, assez considérable, le Powell a dit non, je suis désolé, moi pour l'instant, à moins que évidemment ça s'aggrave au niveau du cycle réel, c'est à la faveur de la crise bancaire. Si jamais la crise bancaire s'étend, qu'il y a des problèmes, ou alors debt ceiling, le problème du plafond de la dette, ça évolue très mal, et à ce moment-là, une perte de confiance, les marchés qui chutent, etc. Bon, là, d'accord, mais hormis ces chocs exogènes, si tu veux, non. Moi, je pense qu'ils vont maintenir le taux d'intérêt directeur à autour de 5,25 durant les prochains mois. Alors, je sais pas, décembre, tu vois, janvier, etc. Parce que la croissance sera sous le potentiel, quand même. Nettement sous le potentiel. Et puis, les créations d'emplois diminuent. Enfin, elles diminuent, quand même. C'est ça. Il y a 220 000, on était au double l'année dernière. Ça marche très, très fort, mais ça marche moins fort que ça n'a marché. Les salaires sont à 5, on était à plus de 5,5, donc ça décélère quand même. Mais ça décélère graduellement. Et en fait, Powell, il réussit le job, pour l'instant. Il a réussi, quand même, malgré tous les chocs qu'on a pris dans la figure, il a quand même réussi à éviter la récession au sens classique du terme, tout en permettant la désinflation, parce qu'elle est là, la désinflation, quand même. Alors, oui, mais il a réussi à éviter la récession. La contrepartie, c'est le plafond de la dette. C'est-à-dire à coup d'injection massive d'argent public. Oui, mais le plafond de la dette, il était relevé tout le temps dans l'histoire. Il était instauré en 1917. De toute façon, on n'a plus le temps de parler de savoir s'il va se passer quelque chose ou pas. La dette fédérale, attends, je vais te dire un truc. La dette publique américaine, c'est-à-dire la dette fédérale détenue par le public, plus le stock de dette des collectivités territoriales, c'est-à-dire les États fédérés, les grandes municipalités, etc., c'est à peu près le même niveau que la dette de la France. Voilà. On est autour de 115 à peu près. Donc c'est un phénomène mondial, si tu veux. Phénomène mondial. Et puis alors, ils ont davantage de moyens de croissance que nous pour l'éponger. Et puis des taux de prélèvement obligatoires plus faibles. Donc tu peux augmenter les impôts dans le futur. Et puis des dépenses de dépendance liées au vieillissement beaucoup moins importantes. Plus le dollar,
qui te permet de financer le déficit pour l'instant sans problème. Donc, si tu veux, je m'inquiète pas trop sur le fond, si tu veux. Non, on sait que c'est pour l'Europe que tu t'inquiètes, Jean-Pierre. Ah bah ouais, c'est récurrent. L'Europe et la France à l'intérieur de l'Europe. On en reparle le mois prochain. On en reparle. Sur la réindustrialisation, je crois qu'on pourra en parler dans 10 ans. Hein, donc ça, il n'y a pas de problème. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Jean-Pierre. Et donc on se retrouve lundi. Lundi justement, on parlera de la crise bancaire. Voilà, Nicolas Mérindol, hein, l'ancien patron des caisses d'épargne, qui vient nous voir régulièrement pour nous expliquer la banque et le fonctionnement de la banque, viendra nous raconter un petit peu ce qu'il en est. Et puis comme c'est l'heure où on rappelle les anciens grands dirigeants, là, tu as vu Crédit Suisse. Donc on verra peut-être que lui, il a été sollicité. On se retrouve lundi. Demain, évidemment, votre rendez-vous avec Aurélie Planex. Salut à tous.